Bienvenue dans le débat sur France 24. Emmanuel Macron est à Bruxelles pour son dernier sommet européen comme président du Conseil de l'Union européenne. Et alors que le chef de l'État français est affaibli par la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Sa séquence diplomatique va durer une semaine. Sommet européen à Bruxelles, réunion du G7 en Bavière et sommet de l'OTAN à Madrid. Avec sa réélection, il aurait pu être le dirigeant le plus puissant d'Europe pour les 5 années qui viennent. Mais avec le risque d'une paralysie en France, comment le chef de l'État français va-t-il maintenir sa dynamique européenne et son rôle de leadership? Pour l'Ukraine, ce sommet est historique puisqu'il devrait acter sa candidature à l'Union européenne. La question de l'élargissement se repose donc, notamment pour les pays des Balkans et pour la Géorgie. L'Europe doit-elle revoir son processus? Il sera aussi question de l'indépendance des Européens, notamment énergétique, à l'égard de la Russie, alors que la guerre en Ukraine s'inscrit dans la durée. Alors ce sommet est-il un tournant pour l'Europe? On pose la question à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Pascale Joannin. Bonsoir. Bonsoir. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman, sortie donc de ce rapport Schuman sur l'Europe, État de l'Union 2022, il vient de paraître aux éditions Maribé. Bienvenue à vous. En face de vous, Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter et chroniqueur international au Figaro, auteur de Quelle diplomatie pour la France, et c'est aux éditions du CERF. Bienvenue dans le débat. Nous avons également avec nous le général Jérôme Pellistrandi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Bienvenue dans le débat. Et nous avons avec nous en direct de Kiev, Tetiana Ogarkova. Bonsoir à vous, journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Bienvenue à vous. Bonjour. On retrouve tout de suite notre correspondante à Bruxelles, Alix Bourdon. Alix, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est historique pour l'Europe ce qui se passe à Bruxelles aujourd'hui ? Bien, écoutez, en tout cas, beaucoup ici qualifient déjà cette décision d'historique. Et il est vrai qu'une candidature de l'Ukraine aurait paru complètement inimaginable il y a encore quelques mois. Alors le problème, c'est que ça fait pas mal grincer des dents du côté des Balkans occidentaux qui frappent à la porte de l'Union européenne depuis très longtemps pour certains. On pense notamment à l'exemple de la Macédoine du Nord, qui est candidate officielle depuis 17 ans. Alors en fait, avant le début de la guerre en Ukraine, le sujet de l'élargissement, c'était plutôt un sujet à éviter à Bruxelles. On se souvient qu'en 2019, la France avait refusé justement à la Macédoine du Nord et à l'Albanie l'ouverture des négociations d'adhésion, estimant finalement que l'Union européenne n'était pas prête à accueillir de nouveaux membres et qu'elle avait déjà du mal à marcher à 27. Mais on voit avec cette journée de sommet aujourd'hui quasiment entièrement consacrée à cette question de l'élargissement qu'il y a un véritable changement de cap. Mais se pose bien sûr la question de la réforme de la gouvernance de l'Union européenne, avec notamment la question de l'unanimité sur certaines questions. Alors en attendant, vous le savez, la France propose la création d'une communauté politique européenne qui inclurait d'ores et déjà l'Ukraine et les pays des Balkans occidentaux. Merci Alix. Alix, donc le Bourdeau en direct de Bruxelles. On va revenir sur tous ces thèmes, bien sûr. Pascal Joannin, tout d'abord, c'est le dernier sommet européen pour Emmanuel Macron comme président du Conseil de l'Europe. Et le premier pour un Emmanuel Macron réélu, mais plutôt affaibli par sa majorité relative à l'Assemblée. Quel est l'impact, selon vous, de cet affaiblissement sur son positionnement dans l'Union européenne, sur son leadership ? Alors bon, il reste le représentant de la France au Conseil européen. Il a été réélu le 24 avril. La France est représentée par son président au Conseil européen hors période de cohabitation. Ce n'est pas une période de cohabitation. Et donc, il est le représentant de la France. Et en effet, aujourd'hui, c'est le Conseil européen. Alors, il ne le préside pas. Il y a Charles Michel, qui est le président permanent du Conseil européen. Il présidait le Conseil de l'Union. De l'Union européenne, c'est pas le Conseil européen, effectivement. En Europe, encore 15 jours. La situation dans laquelle la France se trouve depuis dimanche soir, j'allais dire, c'est commun à tous les autres pays. En Allemagne, il n'y a pas un parti majoritaire. Chez nos voisins belges ou néerlandais, c'est pareil. Il y a 3, 4, 5 partis. En Italie, vous voyez bien que Draghi a fait une union derrière lui. Après, on verra ce qui se passera. En Espagne, c'est un gouvernement dit minoritaire. Donc, vous n'avez pas de majorité, puisque le seul pays qui vote au scrutin majoritaire, c'est la France. Et donc là, en effet, ça lui est revenu. Alors, c'est inédit en France. C'est inédit en France. Oui. Donc, au niveau européen, j'allais dire, c'est une normalisation de la France qui revient à des standards plus européens qu'on a l'habitude d'avoir dans tous les pays, avec en effet des coalitions qui peuvent paraître surprenantes quand en effet en Allemagne il y a une grande coalition, comme on l'appelle, entre la gauche et la droite, qui est inimaginable chez nous. Et bien là aujourd'hui, il va falloir que toutes les bonnes volontés
pro-européennes, parce qu'il y a aussi des anti-européens qui sont rentrés à l'Assemblée nationale, ben, c'est un peu ce qui se passe au Parlement européen, où les forces, j'allais dire, de raison travaillent ensemble, texte par texte, etc. Donc c'est nouveau pour la France, mais c'est très habituel pour l'Europe. Renaud Girard, vous êtes plus alarmiste, vous. C'est vrai que Mario Draghi a eu une capacité fédératrice. Olaf Scholz, il a maintenant la stabilité de sa coalition. Est-ce que pour Emmanuel Macron, est-ce qu'il conserve, Emmanuel Macron, sa capacité d'initiative en Europe ? Oui, tout à fait, parce que, si vous voulez, la Constitution de la Ve République n'empêche pas du tout le gouvernement et le président, qui a d'ailleurs en charge les relations internationales pour lui, mais le gouvernement de gouverner avec une majorité relative. Chez nous, en France, depuis la Ve République, le vote de confiance n'est pas obligatoire. Même la déclaration de politique générale n'est pas obligatoire. C'est la Constitution. Donc, en fait, alors vous me direz, il pourrait y avoir une motion de censure. Une motion de censure où on aurait une alliance entre les députés lepénistes, les députés mélenchonistes et les députés gaullistes, je n'y crois pas. Donc, en fait, je pense qu'on a fait beaucoup... On a parlé du séisme, etc. Tout ça était des métaphores très exagérées. Je pense que Emmanuel Macron a tout à fait les moyens de gouverner. Et vous avez vu qu'il s'était pas mal débrouillé dans ses consultations et qu'il a fait un message. Il a été plus sobre, moins long. Il est parfois trop long dans ses allocutions, Emmanuel Macron. Mais hier soir, il a fait 8 minutes. Donc ça, voilà, les gens ont pu le suivre jusqu'au bout. Et il est parti à Bruxelles sans que ça, finalement, ce n'ait un impact. Voilà, je pense qu'il peut... Voilà. Alors, je pense qu'en revanche, mais c'est un autre thème, je pense qu'en revanche, ce qui attend les Européens dans le fonctionnement de l'Union européenne est beaucoup plus problématique. On va y revenir. Pour résumer, je ne suis pas inquiet sur le fonctionnement politique de la France, je suis inquiet sur le fonctionnement politique de l'Union européenne. Alors on va y revenir justement. Général Jérôme Pellistrandi, une réaction peut-être justement sur ces difficultés ou pas d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça a un impact sur sa stature au niveau européen ? Non, comme nous l'avons dit... vous non plus, vous aussi vous dites non. Bien sûr, non. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, nos partenaires européens ont cette culture du compromis politique et d'une forme de gouvernement sous forme de coalition. Et puis, il ne faut pas oublier que depuis le départ du Royaume-Uni des institutions européennes, la France a retrouvé une place prépondérante, d'autant plus qu'elle est quand même membre permanente du Conseil de sécurité, et c'est quand même important dans le cas justement de la question ukrainienne et de la guerre avec la Russie. Tetiana Ogarkova, comment voit-on ça d'Ukraine, de Kiev ? Est-ce qu'Emmanuel Macron, pour vous, il a toujours un leadership fort en Europe, malgré ce qui s'est passé en France ? Je ne sais pas si on l'a suivi à Kiev, mais j'en suis quasiment certaine. Oui, bien sûr, on suit tout ce qui se passe en Europe et outre-Atlantique, parce que ça nous concerne, ça change aussi le destin de l'Ukraine. Donc, on a bien suivi le parcours fait par Emmanuel Macron surtout depuis le début de la guerre, mais un peu les semaines d'avant. On l'a vu, Emmanuel Macron, avec 3 autres leaders européens ici à Kiev le 17 juin, avec les propos très forts de soutien en fait de l'Ukraine. On était même un peu surpris parce que les propos étaient vraiment tranchants sur le support de l'Ukraine dans la situation difficile. Donc il y avait aussi le signal politique. Donc on ne sait pas encore le résultat final du sommet de l'Union européenne qui se déroule à Bruxelles aujourd'hui et demain. Mais tout porte à croire, en tout cas, nous les Ukrainiens, on garde cet optimisme pour la décision finale, puisque les signaux sont plutôt positifs. C'est un jour historique. Je rappellerai que le chemin vers l'Union européenne est inscrit à partir de 2019 dans la Constitution européenne, c'est-à-dire dans le texte fondateur de l'Ukraine. Donc c'est un choix civilisationnel et bien sûr aujourd'hui, même le statut de candidat à devenir membre, c'est une chose qui pour l'instant reste virtuelle parce que ça ouvre un chemin qui reste à faire. Il y aura plusieurs étapes, on le sait, il y aura des réformes, il y a la procédure des négociations qui peut durer, bien sûr, mais aujourd'hui c'est surtout perçu comme un geste politique de soutien sans précédent en fait, sans précédent. Tout à fait nécessaire pour l'Ukraine aujourd'hui parce qu'en étant en guerre, c'est un signal aussi très clair envoyé à Vladimir Poutine qui, depuis 4 mois, ne nous laisse pas tranquilles.
Pascal Joannin, c'est historique, donc vous reprendriez ce terme pour l'Europe. C'est un tournant pour l'Europe, ce qui se passe en acceptant une candidature comme celle de l'Ukraine de manière accélérée. Alors, la manière accélérée, c'était la procédure depuis le 28 février, date à laquelle ils ont fait acte de candidature, et la décision qui peut être prise aujourd'hui, qui n'est pas la décision finale, qui est la décision inaugurale, si je puis dire. Hein. Parce qu'en effet, ça a été accéléré dans le sens où d'habitude, les demandes d'adhésion sont plus longues. Là, en effet, en 4 mois, on a fait tout l'examen. Mais maintenant, une fois qu'ils auront ce statut de candidat, j'allais dire, c'est l'étape numéro 1, c'est le début d'un processus, c'est le commencement. C'est-à-dire, ils ne sont pas États membres demain matin, ni... oui, mais c'est déjà quelque chose, manifestement, qu'il y ait eu cette accélération. C'est inédit en Europe. Oui, parce que c'est inédit. La guerre sur le continent, un État agressé, c'est inédit depuis plus de 30 ans. Donc, on a la première fois un État qui... Comme l'a dit Madame, regarde depuis l'Occident, les valeurs occidentales depuis plusieurs années et pas seulement depuis le 24 février. Donc on a en effet un État qui regarde vers l'Ouest, vers les valeurs et qui veut se détacher un petit peu de ce qu'était son histoire russe. Et donc il faut lui tendre la main. Ils ont fait la demande, c'est pas nous qui leur avons fait, ils ont fait la demande. On a accéléré peut-être parce que c'était l'Ukraine, mais par contre on leur a bien dit que la procédure, toute la procédure, rien que la procédure, mais toute la procédure, à partir du moment où ils sont candidats, il va y avoir en effet des choses qui vont être mises en place et ça va prendre plusieurs années. Sur la justice, par exemple, sur l'état de droit, la politique, donc... l'économie et tout ce qui est juridique, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, c'est toutes les lois européennes que nous avons depuis 1950. Donc ça pourrait prendre au moins 7 ans, 10 ans? Une dizaine d'années en règle générale. Ça peut être plus rapide, mais ça peut être en moyenne 10 ans. Voilà. Parce qu'on ne les acceptera pas avant qu'ils soient prêts. Et puis vous avez dit tout à l'heure, Renaud Girard, quelque chose qui est très important, il faut que nous, on soit en état de pouvoir les accepter et qu'on ait en effet la capacité de pouvoir les avoir à côté de nous. Vous parlez de capacité financière, l'Union européenne. C'est pas tellement la capacité financière, c'est la capacité organisationnelle pour prendre des décisions, pour pouvoir avancer. Parce que si on est bloqué à 27 et qu'on l'est à 35, ben ça sera difficile pour eux de pouvoir s'en sortir. Donc il faut qu'on soit prêt aussi à remettre les choses à zéro pour qu'on fasse avancer les dossiers qui sont pour l'instant rendent les choses difficiles déjà à 27. Ah oui, mais justement, hein, difficile à 27, et il y en a d'autres qui se plaignent, comme le Premier ministre albanais. Il y a eu un sommet des Balkans avant justement ce sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Le Premier ministre albanais, qui en fait sur un ton ironique a conseillé aux Ukrainiens de ne pas se faire d'illusions, c'est ce qu'il a dit, sur le statut de candidat accordé par l'Union européenne, parce qu'il a averti la Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans, et si je n'ai pas perdu le compte, dit-il, et l'Albanie depuis 8 ans. Sans compter d'ailleurs, il y a la Serbie, la Bosnie aussi, me semble-t-il. Il y a la Serbie et le Monténégro. La Bosnie n'a pas encore le statut officiel. Et le Monténégro, mais elle le souhaite probablement. Donc, elle va le Monténégro a attendu 3 ans avant son statut de candidat et la Serbie est officiellement candidate. Il est évident que la Serbie est davantage prête à intégrer l'Union européenne que l'Ukraine pour des raisons de justice, d'organisation du gouvernement, du système bancaire, etc. etc. Donc cette amertume de ces pays, en fait, oui. Vous la comprenez ? Ah bah oui, je la comprends très bien, parce que ce qu'ils se disent, c'est pas juste, nous on attend, voilà. Maintenant, non, je comprends aussi très bien le message d'espoir, et c'était très difficile pour les Européens de refuser aux Ukrainiens ce qu'ils demandaient, parce que c'est vrai qu'ils ont cet engagement depuis Maïdan pour l'Europe, mais encore faut-il qu'ils soient prêts. Et c'est vrai que jusque-là, le gouvernement ukrainien était connu pour sa corruption, c'est-à-dire c'était encore plus corrompu que la Russie, si vous voulez, donc avec des oligarques, etc. Donc il y a du travail à faire de ce côté-là. Il y a beaucoup de travail à faire, mais le problème aussi qu'on a, c'est que il faut se méfier, nous, Français. Si vous me posez la question en tant que Français, en tant qu'Ukrainien, évidemment que je veux, mais si je suis Français, moi, je veux défendre mes intérêts de Français. Et je vois que plus on élargit, plus la France, pays fondateur, ne va plus contrôler cette Europe. Avec l'Allemagne, jusqu'à présent, elle pouvait en fait avoir un pouvoir de veto sur les décisions. C'est-à-dire France et Allemagne, on ne pouvait pas passer au-delà. Mais là, elle risque de le perdre parce qu'il y a une très grande dilution. Aujourd'hui, les Polonais, par exemple, ils se moquent totalement de ce qu'on pense à Paris, si vous voulez. Ils continuent, ils ont eu des subventions agricoles
gigantesque, avec un effort français, et la France a beaucoup défendu la Pologne pour sa politique agricole et pour qu'elle ait des financements agricoles. Une fois que la Pologne les a obtenus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est précipitée pour acheter du matériel et des armes américaines. Voilà. Donc vous dites quoi? Attention. Je dis attention, sachons défendre nos intérêts. Et on a un autre problème majeur en Europe, c'est qu'on a fait un choix stratégique dément, il faut le dire. C'était au sommet, je ne vais pas entrer dans la technique, au sommet d'Ordweg en 97. C'est qu'on a préféré l'élargissement à l'approfondissement. Vous avez vu vous avez vu comment se réunit le Conseil? Vous avez vu la taille de la salle? Ils sont 27. 27 pays. Faites juste un petit test avec vos amis. À 27, qu'est-ce qu'on va voir comme film ce soir ensemble? Eh bien, vous n'y arriverez pas pendant toute... voilà. Et donc, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'on n'a pas, lors de l'élargissement, on n'a pas pensé, parce qu'on n'a pas voulu le penser, faire un système qui marche. C'était, par exemple, avoir un directoire. Vous avez parlé de l'ONU, mon général. À l'ONU, qu'on le veuille ou non, il y a un directoire. Ce sont les 5 membres permanents. Là, il n'y a pas de directoire en Union européenne et ça nous conduit fatalement à la paralysie. Général, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Renaud Girard? Et il faut rajouter également un désintérêt de la France à l'égard des institutions européennes. On a beaucoup d'eurodéputés français qui le sont par défaut. On a désinvesti la Commission européenne, c'est un parcours pour la haute administration, pour un fonctionnaire français passé par Bruxelles, c'est un exil. Donc il y a aussi cet aspect-là, il va falloir réinvestir donc les instances européenne pour pouvoir peser sur les décisions. Pascal, une réaction là-dessus? Oui, alors les Balkans, ils n'ont pas tous le même statut d'abord, parce qu'il y en a qui sont candidats avec... Non, mais sur la problématique de cet élargissement, qui entraîne un affaiblissement. Non, mais attendez, l'élargissement, alors pour que ça soit celui de 2004... Parce que la Géorgie aussi frappe à la porte, il y a des manifestants d'ailleurs à Tbilissi. D'entrée ce soir ou demain, seule la Moldavie et l'Ukraine l'auront. C'est des questions politiques, c'est-à-dire qu'on est obligé de les prendre parce qu'ils ont vécu du mauvais côté du mur et on essaie de se faire pardonner le fait que nous ayons eu la chance d'être libérés en 1945 et eux nous rappellent bien que ça a été seulement possible en 90, donc il y a quand même une différence et que donc on doit payer pour ça. Voilà. Et donc il faut qu'on soit d'accord avec ça, donc on le fait pour des raisons politiques, l'Ukraine. Elle n'est pas demain encore dans l'Union européenne. Et pour les Balkans, c'est pareil, on essaye de faire en sorte qu'ils puissent avancer, mais il y a eux, de leur part, le souhait qu'ils mettent en place les réformes, qui sont nombreuses. Et il y a, quand Renaud Girard parle de la Serbie, par exemple. 70 000 pages d'acquis communautaires. Voilà. Ils en sont où, la Serbie? La Serbie, aujourd'hui, il faut qu'ils clarifient le fait qu'ils veulent être dans l'Union européenne ou s'ils veulent regarder vers la Russie. C'est ça, ils regardent aussi vers la Russie. Ils peuvent être à la fois demandant l'adhésion à l'Union européenne et regardant vers la Russie. Donc on a besoin en effet de clarifier les choses, c'est ce que j'expliquais, pour qu'en effet ça fonctionne. Parce que qu'est-ce que veulent les citoyens européens? C'est que même si on est 35 demain, c'est pas un problème, mais il faut que ça fonctionne, qu'on soit capable de délivrer des choses. Or, il y a peu de politiques qui sont européennes, on a que des politiques d'appui, et donc il va falloir qu'on mette ensemble ce qu'on veut faire, quels sont les messages qu'on veut faire passer, pour qu'en effet ça puisse fonctionner et que ça ne puisse pas bloquer. Souvenons-nous quand même que c'est pas nous, Français en tout cas, qui avons abandonné tous ces pays, ces pauvres pays de l'Est, effectivement, à l'emprise stalinienne en 1947, parce que nous n'avons pas été invités à la conférence de Yalta. En fait, à la conférence de Yalta qui a partagé l'Europe, il n'y a pas eu un seul pays de l'Union européenne actuelle qui a été invité. Ce sont les anglo-saxons qui ont décidé, De Gaulle n'a pas été invité, et il était furieux d'ailleurs, qui ont laissé toute l'Europe de l'Est en esclavage à l'Union soviétique. Tétiana Ogarkova, peut-être une réaction justement de votre part de Kiev face justement au fait que tous ces pays frappent à la porte et finalement l'Ukraine passe avant et donc eux sont amers. Oui, en effet, mais il y avait aussi des négociations de notre ministère des Affaires étrangères avec les pays en question qui sont bien exprimés publiquement qu'ils n'étaient pas justement contre le fait que l'Ukraine passe en première. Et ça s'est passé il y a 2 semaines en fait. Donc c'était un pas important pour dire que bien sûr les circonstances dans lesquelles l'Ukraine vit aujourd'hui, ce ne sont pas des circonstances normales où on peut discuter tranquillement la durée de 5 ans. On ne peut pas se projeter d'ici 10 ans. On vit chaque jour, du jour au lendemain. C'est très difficile d'expliquer comme ça pendant le débat, mais en fait, quand il y a la guerre dans le pays, ça veut dire que tout le jour,
tous les jours, il y a quelqu'un qui meurt. C'est souvent quelqu'un que vous connaissez, c'est souvent quelqu'un qui ne verra pas la fin de cette histoire. Il y a plusieurs qui n'ont pas vu même la libération de Kiev ou Tchernigiv ou Soumy, qui n'ont pas vu la suite de cette histoire. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la situation de danger existentiel. Tout soutien qui provient de nos partenaires occidentaux est très apprécié, même si, bien sûr, il y a des conditions et ça peut durer des années. Aujourd'hui, on fait face, je vous rappelle, à un mal absolu. Et donc, le mot barbarie, il était prononcé par Emmanuel Macron lui-même, après son passage à Irpin. Ça ouvre un peu les yeux quand on voit, quand on est présent, quand on voit à quoi ressemble cette agression russe. Et quand on dit qu'on veut en Europe, ça ne veut pas dire qu'on pense tout de suite à du partage de marché, à des procédures juridiques. On pense tout de suite à se mettre du côté de la civilisation, parce que ce que nous avons en face de nous, nous voyons un ennemi qui est extrêmement cruel, qui n'a aucune pitié pour des civils. On a vu des choses déjà incroyables. Rien qu'au Mariupol, avec, selon les estimations officielles, 22 000 civils qui sont morts, avec les tombes de masse. Donc, ce sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. On croyait voir ça dans les films et encore. Oui. Donc, on se croit à la frontière entre la civilisation et la barbarie. Donc, on veut, bien sûr, pour nous, c'est existentiel. Un choix de civilisation, vous dites, Pascal Joannin, peut-être une réaction là-dessus. Choix de civilisation contre la Russie, donc. Je pense en effet que l'adhésion que veut l'Ukraine, c'est en effet pour montrer qu'ils sont résolument engagés vers l'Ouest. Ils ont fait le choix, depuis plusieurs dirigeants politiques, de regarder plutôt vers les valeurs que nous incarnons. Et ils sont aujourd'hui agressés. Donc, en effet, on leur doit un message qu'on leur donne. Pour autant, à partir du moment où ils seront candidats, ils vont subir, comme les pays des Balkans, les mêmes règles, les mêmes procédures, les mêmes chapitres. Donc, c'est en effet le début d'une aventure pour eux. On les soutiendra, mais il va falloir qu'ils fassent le plus gros du travail. C'est eux qui vont le faire, comme dans les pays des Balkans. Olaf Scholz, en tout cas, le chancelier allemand, a réitéré son soutien à l'Ukraine. Il a balayé, vous allez l'entendre, d'un revers de main, tout retour à une relation avec la Russie. Un partenariat avec la Russie est impossible dans un futur proche. C'est ce qu'il a dit, le chancelier allemand. On l'écoute. Soyons clairs. Un partenariat avec la Russie, qui était l'objectif stratégique de 2010, est inimaginable à l'avenir avec la Russie agressive et impérialiste de Poutine. Renaud Girard-Ampère, qu'il y a une clarification là, de la part d'Olaf Scholz et des Allemands, y compris d'ailleurs en termes de politique énergétique. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y avait une décision de l'Allemagne de s'alimenter, puisqu'ils ont pris cette décision, Angela Merkel a pris cette décision assez hâtive, à mon avis, d'arrêter le nucléaire, de se reposer sur le gaz russe pour alimenter les centrales de production d'électricité. Et c'était très important pour eux. Ils ont fait ce gazoduc Nord Stream 2 qui va directement du territoire russe au territoire allemand, qui est achevé aujourd'hui, qui pourrait fonctionner aujourd'hui techniquement si on ouvrait le robinet, ce que les Allemands ne sont pas prêts à faire. Ils avaient même été tellement loin, les Allemands, que les Américains leur ont demandé de ne pas faire ce projet. Ils l'ont fait quand même. Donc c'était la première fois dans l'histoire de l'Europe, de l'histoire de l'Europe, oui, que l'Allemagne faisait des choses contre l'avis des Américains. La France en a fait plein, mais là, c'était la première fois que l'Allemagne le faisait. Là, quand on il y a un changement stratégique. On se dit qu'il n'y a plus de retour en arrière. Il y a un changement stratégique. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus... ça ne sert à rien d'isoler la Russie. Alors moi, je ne pense pas que la Russie soit la barbarie. La guerre, c'est la barbarie. Et dans la guerre, il y a de la barbarie. Mais la Russie... ce n'est pas la barbarie. Et puis nous, Européens, nous n'avons pas de leçons à donner, puisque la barbarie a été allemande. Auschwitz, c'était dirigé par les Allemands, pas par les Russes. Mais il y a eu aussi de la barbarie en Russie sous Staline. Et puis, en Ukraine, en 1941, c'était pas la civilisation. Le nationalisme ukrainien. Donc là, vous n'allez pas dans le sens d'Olaf Scholz. Donc je pense que...
Je pense que ce qu'a fait Vladimir Poutine est inacceptable dans les relations internationales. L'Ukraine était un pays reconnu par la Russie, donc ça c'est inacceptable d'envahir un pays que vous avez vous-même reconnu et dont vous avez vous-même volontairement reconnu l'indépendance. Ça c'est une chose. Mais par ailleurs, je pense qu'à très long terme, et ça il aurait pu le dire, à très long terme, bien sûr que la Russie a vocation à revenir dans la famille européenne. La Russie est de culture européenne, elle a vocation à revenir dans cette famille européenne, pas avec ses chars et ses invasions, bien sûr, mais avec sa culture. Et nous ferions une erreur stratégique de pousser à long terme la Russie dans les bras des Chinois. Général, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Renaud Girard? Parce qu'effectivement, Olaf Scholz, j'étais un peu étonné en voyant son discours, parce qu'effectivement, il ne parle pas que du court terme. Hein. Il dit c'est terminé maintenant, la relation avec la Russie telle qu'elle a pu exister avant. Donc l'impact de la guerre en Ukraine est très profond et va durer sur l'architecture sécuritaire de l'Europe. Nous entrons dans le 5e mois de guerre. Et très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il ne peut plus y avoir de relation normale avec alors, je ne vais pas dire avec la Russie, mais avec la Russie de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il faudra attendre que Poutine parte, que ce soit mort naturelle ou autre pour éventuellement redialoguer. Mais en l'état actuel, on voit bien que Vladimir Poutine a joué non pas aux échecs, mais à un coup de poker, pensant qu'il pouvait profiter d'une fenêtre d'opportunité pour tout bousculer. C'est un échec militaire, quoi qu'on dise pour lui. Il n'a plus les moyens, même s'il s'agite envers la Lituanie ou ainsi de suite, son outil militaire est dans un état désastreux, même si pour le moment, sur le terrain, il fait des dégâts considérables. Et donc, on rentre dans une période de quarantaine ou de guerre froide qui va durer extrêmement longtemps. Bien sûr, un jour, il faudra, mais le jour est loin d'être arrivé. Pascal Joannin, ce jour, est-ce qu'il va arriver là pour l'instant, effectivement, on voit le positionnement. Alors il y a la France qui dit la France peut se passer du gaz russe dans l'absolu. C'est ce que vient de dire la ministre Pannier-Runacher. Donc on sent bien que les Européens jouent cette question d'indépendance énergétique à l'égard de la Russie et que cette guerre en Ukraine... Olaf Scholz, comme l'a dit Renaud Girard, ils étaient pieds et mains liés à la Russie de manière dramatique et à tel point de dépendance qu'on se demandait en effet où était leur cécité, parce que ça allait bien tant que ça marchait, puis le jour où ça marche plus, voilà, Et donc Olaf Scholz, qui vient d'un parti en plus où il y a quand même eu beaucoup d'acquaintances avec la Russie, je rappelle que le SPD, son prédécesseur immédiat du SPD, puisqu'il y a eu Mme Merkel pendant 16 ans, c'est-à-dire l'ancien chancelier, avant lui SPD, Schröder, était l'agent d'entreprises russes et il a démissionné vraiment dans les derniers jours. Il a mis longtemps avant de prendre conscience des choses. Donc, il y a en effet un radical changement. Bon, il faut éviter tous les excès parce qu'entre trop et plus rien, il y a le juste milieu. Là, aujourd'hui, il est certain que pour les Européens, la négociation avec Vladimir Poutine, c'est pas possible. Alors, seul le président français avait la possibilité d'avoir un dialogue avec Vladimir Poutine et ça lui a été reproché par tous les autres parce qu'on se disait, mais à quoi ça sert? Ça sert à... Quand on est le seul à pouvoir avoir une ligne avec un dirigeant qui est quand même avec... c'est bien de l'avoir. Et on l'a, pourquoi? Tout simplement parce qu'on est la seule puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, et qu'il n'y a pas d'autres Européens autour de la table qui peut avoir cette même discussion avec Vladimir Poutine. Oui, mais quand Tetiana Ogarkova parle de guerre de civilisation, on va beaucoup plus loin. Ou quand Olaf Scholz dit c'est terminé, il n'y aura plus ces liens avec la Russie qu'on avait auparavant. C'est une guerre abjecte. C'est une guerre, en effet, qui fait qu'en effet, les Ukrainiens sont en effet enfin, c'est bien plus européen, mais les Russes ne sont pas non plus aujourd'hui. Enfin, il y a Vladimir Poutine, mais il y a une société russe, etc. On a un voisin. Faut-il qualifier les Américains? On a un voisinage immédiat avec la Russie, donc on peut espérer que. Mais je ne sais pas dans combien de temps, parce que la guerre est toujours présente. Oui. Il faudra bien qu'on discute avec le voisin à un moment T, mais pas maintenant. Mais en attendant, on s'organise, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une indépendance énergétique. On dit à l'Ukraine... il faut se passer du gaz russe. Et aujourd'hui, où on a en effet l'Ukraine qui est agressée, on lui dit venez dans le club, on vous accueillera un jour et on donne un signal politique fort qui est aussi envoyé à Moscou, parce qu'on leur dit voilà, vous avez déclenché quelque chose qu'on n'aurait pas fait sans que vous ayez déclaré la guerre. Je juge une phrase. Oui. Faudrait-il qualifier de barbares les Américains pour avoir déclenché une guerre d'invasion de l'Irak sur un mensonge en 2003 où il y a 200 000 personnes
qui sont morts et s'être retirés ensuite pour y laisser l'État islamique prendre Mossoul. Là, vous faites du deux poids, deux mesures. Je fais du deux poids, deux mesures, clairement. Donc, si vous voulez, moi, en 2003, j'ai bien sûr condamné dès le départ l'invasion américaine de l'Irak, mais je n'ai pas dit que les États-Unis d'Amérique, c'est la barbarie. Alors, même si je ne dis pas que la Russie, c'est la barbarie. Est-ce que la Russie est une démocratie? La réponse, non. Ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas la barbarie. Est-ce qu'il y a des actes barbares dans la guerre? Oui, malheureusement. Alors, les Russes ont commis des actes barbares, et les Ukrainiens aussi, on en parle moins, mais il y a aussi des actes barbares commis par les Ukrainiens dans cette guerre. Tetiana Ogarkova, j'aimerais que vous réagissiez justement là-dessus, sur justement cette décision de Olaf Scholz, quand il a dit qu'il n'y aura plus de lien avec la Russie comme auparavant. Est-ce que, pour vous qui êtes ukrainienne, la Russie, c'est terminé, ça ne sera plus comme avant, quoi qu'il arrive, même après Poutine? On salue cette fermeté de Olaf Scholz qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Et il y a aussi l'histoire des armements qui arrivent un peu lentement en Ukraine, notamment je parle des armements allemands. Pour l'Ukraine, question de lien entre l'Ukraine et la Russie, c'est extrêmement difficile. Hier, j'ai vu un film réalisé par un réalisateur russe qui a fait c'est un film sur des ruptures, un film documentaire en fait. Il a parlé avec plusieurs familles russes où il y a justement des ruptures entre les gens qui sont pour la guerre, la grande majorité. On dirait, selon les sondages sociologiques, le chiffre se lève jusqu'à 85%. Et après, une minorité d'autres, plutôt les jeunes, qui se sont vraiment d'une manière très affreuse aujourd'hui parce qu'ils n'approuvent pas ce que la Russie de Vladimir Poutine fait. Et j'étais frappée quand j'ai regardé ce film parce qu'il y a une chose qui me revenait et après je me suis rendu compte ce que c'était. Et c'est une chose que vous connaissez très bien, vous, en France. Eugène Ionesco, Rhinocéros. Donc cette pièce de théâtre d'absurde, là, elle décrit comment les gens se transforment en rhinocéros. C'est un peu ça, c'est un peu l'image qui me revient à la tête quand je vois les gens normaux physiquement qui commencent à sortir des choses absolument absurdes, qui disent que la Russie mène une guerre juste une guerre de libération, qui sont fiers de leur grande Russie qu'enfant. Oui, ça c'est la propagande russe à laquelle vous faites allusion. Oui, ils se lèvent de genoux. Enfant, ils disent-ils, tout le monde a peur de nous, c'est-à-dire que ça veut dire pour nous que Poutine a bien raison. Tout le monde, les pauvres Allemands, Français, les Européens, les pauvres Ukrainiens. Donc, enfant, on est chef ici. Je vois ça. Je pense tout de suite à Ionesco et donc relisez cette pièce de théâtre et donc vous allez voir un peu l'image comment nous on perçoit les Russes aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est aujourd'hui ou c'est pour longtemps? Les traces vont laisser des marques longtemps? Oui. Poutine ou pas Poutine, c'était ça aussi la question. Il y a une chose, il y a un mot qui n'a pas été prononcé lors de ce débat et qui est nécessaire, c'est le mot la défaite. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la défaite militaire, diplomatique, n'importe laquelle de la Russie. Sans la défaite totale, il n'y aura pas de changement des régimes, il n'y aura pas de changement historique pour la Russie. Donc, mi-chemin, les compromis, ça ne marchera pas. Donc, il faut une défaite et un long chemin de repentir, en fait, de la reconnaissance des crimes. Puisque sans ça, il y a des millions de gens qui vivent dans la télé-réalité de la propagande russe, qui croient ce qu'ils voient dans les écrans, en fait. Et donc, comme des véritables rhinocéros. Donc, il faut cette reconnaissance, il faut, et je le dis déjà plusieurs fois, il faut un musée de Mariupol au centre de Moscou. Il faut qu'il y ait des écoliers qui viennent voir ce que leurs parents ont fait, et justement qu'il y ait cette reconnaissance de la faute historique. Ensuite, bien sûr, les Russes, ils peuvent revivre, comme tout le pays qui ont commis des crimes, ils peuvent revivre, on va rétablir des liens. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont de la famille en Russie et vice-versa. Donc il y a des choses, il y aura le processus de la réconciliation, mais il faut d'abord partir pour la défaite militaire d'abord, et le long processus de la reconnaissance et bien sûr réparation aussi financière à payer à l'Ukraine, et ensuite on pourra revivre comme des pays voisins, comme des pays indépendants les uns les autres et dans la paix. Et avant ça, vous avez besoin de l'Europe. Renaud Girard, une remarque peut-être, je vois qu'il est 19h45 et je sais que vous devez quitter ce plateau. Je pense qu'effectivement, les liens, si vous voulez, quand vous allez, je reviens de Kiev, les liens sont très profonds quand même entre... c'est des liens de culture, si vous voulez. Les jeunes, quand ils s'adressent à vous, quelquefois, ils s'adressent exprès en ukrainien pour montrer, etc. Mais entre eux, dans les parcs,
À Kiev, ils se parlent russe. Hein. Les gens se parlent russe. Kiev est une ville russophone. Alors ça ne veut pas dire que Genève est une ville francophone, ça ne veut pas dire que c'est la France. Voilà, ça c'est tout à fait clair. Non mais je pense que la bonne solution, la bonne diplomatie, c'est celle, excusez-moi d'être cocorico, mais c'est celle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à la fois, on parle aux Russes, mais à la fois, on livre des armes efficaces à l'Ukraine, notamment ces fameux canons César. Alors que les Allemands, et ça m'a été dit à Kiev, ont fait beaucoup de promesses. Là, il y a des quasi-insultes à l'égard de la Russie, mais aucune livraison sur le terrain. Eh bien, je pense que Macron a raison. Il faut établir un rapport de force avec la Russie. C'est très important parce qu'ils ne vont comprendre que ça. Mais il ne faut pas boucher l'avenir. Nous avons vocation, nous, Français, à être... voilà, il y a un pont Alexandre III à Paris, à être évidemment à ramener la Russie dans la famille européenne. Je pense que effectivement, quand bien même il aurait même été attiré dans ce piège par les Américains, dans le piège de la guerre, eh bien Poutine y est tombé très volontiers, et donc on ne peut pas approuver ce qu'il a fait. Il faut soutenir aujourd'hui l'Ukraine de toutes les manières qu'on peut. Voilà. Et donc, ça fait partie, évidemment, ce processus de candidature. Pascal Joannin fait partie de ce support. Vous disiez, c'est les valeurs de l'Europe et ça doit aider les Ukrainiens, effectivement, au moins à retrouver le moral. On entendait beaucoup ça dans les rues d'Odessa, aujourd'hui, où nous avons une envoyée spéciale. Voilà. Et il ne faudra pas oublier la Moldavie, parce que c'est un petit pays, mais il va avoir aussi le statut, parce que c'est un pays divisé aussi. Il y a alors pour le coup, il y a une armée russe qui est là, du côté de cette région séparatiste, sécessionniste, qui n'est reconnue par personne, la Transnistrie. Et donc, ils ont aujourd'hui des femmes au pouvoir en Moldavie, qui sont très pro-européennes. Voilà. Ils sont très pro-européennes, mais il y a aussi des pro-russes, donc il faut se méfier. Et donc aussi, ce ticket qu'il leur serait donné, c'est aussi pour montrer que l'engagement européen, s'il est pérenne en Moldavie, ça paiera. Il faut éviter que le retour à des suppôts de Moscou arrive de nouveau au pouvoir. C'est une nouvelle façon, finalement, pour l'Europe d'accepter les uns et les autres, ou est-ce que ça rapproche un petit peu, on se souvient quand même des années 90, avec justement l'effondrement de l'Union soviétique et cette entrée de tous des pays baltes, un peu aussi, c'est une sorte de soutien déjà à l'époque. Les pays baltes, aujourd'hui, ce sont ceux qu'on devrait écouter, mais véritablement, parce que eux, ils connaissent le régime russe, ou soviétique, puisque de tous les États membres qui existent aujourd'hui, qui étaient de l'Est, ce sont les 3 seuls qui étaient dans ce qu'on appelait l'URSS. Donc ils ont c'est gravé dans leur mémoire, etc. Donc ces événements qu'ils croyaient ne plus revivre, d'une agression par la Russie d'un pays, eux, ils savent que ça a coûté pour leurs parents et leurs grands-parents, etc. Donc on doit les écouter. Et donc là, il faut qu'en effet, eux, d'ailleurs, les pays d'Europe centrale soient écoutés, et pas que la Pologne et la Hongrie, les pays baltes, parce que nous avons peut-être beaucoup à apprendre, nous, Français, Allemands et Italiens, de ce qui a été l'histoire de ces pays, et de les écouter dans ce qui pourrait être en effet une solution, alors pas à court terme, mais à long terme. Pays baltes qui sont dans l'OTAN également, en général. Donc il y a une concurrence aujourd'hui entre l'OTAN et l'Union européenne, un petit peu ? Il y a concurrence, mais on voit aussi que la guerre déclenchée le 24 février oblige les deux organisations à davantage discuter et à coopérer. D'ailleurs, c'est ce que le président Macron a dit à l'occasion du sommet. Donc, les deux institutions, d'abord, ça fait longtemps qu'elles travaillent ensemble, mais il faut approfondir parce qu'il y a bien sûr les pays baltes et puis il y a aussi la question des Balkans, qui est quand même un enjeu très important. Et tout est lié, c'est-à-dire que cette partie de l'Europe est une partie fragile, dont les difficultés sont accrues par la guerre provoquée par la Russie. Et donc, il faut avoir une approche globale qui va s'inscrire, bien sûr, dans la durée. Une approche globale contre la Russie, c'est ça ? Une approche globale de l'ensemble des problèmes avec le facteur aggravant qu'est la Russie. Et n'oublions pas, par exemple, ici, le rôle très ambigu de la Turquie, membre de l'OTAN, aussi candidate. Candidate à l'Union européenne. Candidate à l'Union européenne. Oui, voilà. Depuis 20 ans, candidate et à l'Union dont européenne. on voit le durcissement des relations avec la Grèce, d'ailleurs, ces derniers jours. Alors, il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on entende Frans Timmermans, qui est le responsable de la politique climatique, justement, au sein de l'Union européenne. Il parle de l'approvisionnement en gaz, justement. On va l'écouter.
Les États membres ont réitéré leur attachement au principe d'efficacité énergétique d'abord. Donc le règlement repose sur un mécanisme de partage des charges juste et équilibré. Il ne pourra pas nous diviser. Pascal Joannin, c'est la problématique du gaz. Là, on voit effectivement qu'il en est question à Bruxelles, que la France se dit qu'elle va être autonome très vite. Il y a clairement une redéfinition de cette indépendance européenne à l'égard du gaz russe. Et ça va durer. C'est quelque chose... Ah oui, mais il faudrait être aveugle. Il faudrait être aveugle. Premier niveau d'alerte. Donc si on veut en effet battre Poutine et donc faire gagner les Ukrainiens en leur livrant des armes sans être des combattants nous-mêmes sur le terrain, il y a une arme, l'énergie. On paye tous les jours une somme à la Russie. Donc si on veut plus leur donner d'argent, il faut qu'on trouve d'autres alternatives par le sud, l'Algérie, par la Norvège, etc. On a aujourd'hui un accord. Est-ce qu'on est assez rapide sur le charbon? Parce qu'il y a des risques de rupture totale. Et sur le pétrole, on a un accord, mais pas d'accord sur le gaz. Et donc ça va être le gros point. Mais aujourd'hui, la plupart des États membres ont dit on va faire toutes les réserves que l'on peut pour essayer de ne pas subir au niveau de l'hiver qui va arriver, parce qu'on est au début de l'été, là maintenant, justement, pour éviter d'être dépendant pour les pays qui sont vraiment dépendants. Alors nous, la France, on l'est un peu moins avec le nucléaire, mais d'autres qui l'ont fait le choix inverse, pour éviter d'être encore plus tributaires de Vladimir. Mais justement, en général, là, le risque d'une rupture totale de l'approvisionnement en gaz est aujourd'hui plus réel que jamais. C'est ce qu'il dit, Frans Timmermans. Oui, tout à fait. Et donc, ça va être la difficulté, puisque même si on pense davantage à la chaleur et aux vacances, il faut d'ores et déjà préparer donc, cet hiver. Et on voit bien que les positions là vont être différentes d'un pays à l'autre. Certains pays seront prêts à se passer du gaz russe. On peut penser à la Pologne qui préférera prendre des douches froides plutôt que de consommer 1 mètre cube de gaz russe. Mais bien sûr, la problématique, c'est l'Allemagne qui est le plus gros importateur. Donc, on voit que les semaines à venir vont être compliquées sur ces négociations. Et là-dessus, avec la préoccupation, bien sûr, climatique, doit-on rouvrir des mines de charbon, poursuivre l'exploitation des mines de charbon? C'est ce qui se passe déjà en Allemagne. C'est ce qui se passe en Allemagne, parce qu'en effet, comme ils réduisent le gaz et qu'ils n'ont plus de centrales nucléaires ou qu'ils ne veulent pas les rouvrir, en effet, ils refont du charbon. Et ils ont les Verts au pouvoir. Oui. Et malgré tout, les Verts au pouvoir... Mais... Et avec un point, par exemple, les énergies alternatives comme l'éolien, dépendent énormément des conditions météo. Et par exemple, l'année dernière, le vent a été faible, la production éolienne a été faible. Donc autant d'éléments, et c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait une réponse européenne, et Bruxelles va jouer un rôle important pour trouver des compromis. Oui, des compromis, mais enfin pour l'instant, effectivement, il y a urgence. Il y a peut-être d'ailleurs une prolongation de 3 réacteurs nucléaires en Allemagne. Ce serait possible, ça, général? Oui, c'est possible, dans la mesure où les réacteurs nucléaires allemands sont très bien entretenus, donc c'est possible de les prolonger. Vous savez que la décision qui avait été prise par Angela Merkel était d'abord politique dans le cadre d'alliances électorales. Là, on voit bien que le problème se pose. Il se pose à court terme, mais aussi à long terme, parce qu'il va falloir avoir des solutions pérennes qui s'inscrivent dans la durée, bien sûr pour la France, mais aussi pour tous les partenaires européens. D'autant plus que Vladimir Poutine utilise l'arme du gaz, puisqu'on voit déjà qu'il le fait exprès. Alors bon, on était une période où c'est moins critique, mais il est capable en effet d'arrêter le robinet. Et donc là, en effet, c'est une obligation pour les États membres qui sont très dépendants de trouver des moyens de faire ses réserves avant le 1er novembre, et puis de se désengager. Et donc là, en effet, trouver des alternatives. Il va falloir trouver des alternatives qui ne peuvent pas être que des renouvelables, parce que le renouvelable ne peut pas remplacer, en effet, pour l'instant, en l'état actuel des choses, toutes les énergies fossiles. Et avec un narratif russe, voulant imputer la responsabilité, bien sûr, aux dirigeants européens, tant pour la problématique de l'énergie que pour la problématique des céréales, que l'Ukraine ne peut pas exporter. Donc, dire c'est la faute des Occidentaux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, Général Jérôme Pellistrandi, merci Pascal Joannin. Merci à vous, Tetiana Ogarkova, d'avoir été avec nous en direct de Kiev. Merci à Renaud Girard qui était avec nous il y a quelques instants. Et puis merci à Alix Le Bourdon qui a fait l'ouverture de ce débat en direct de Bruxelles. Et merci à vous tous en régie.